Bonjour à vous et soyez les bienvenus sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien nutritionniste et expert en nutrition santé et en éducation alimentaire et je suis aussi le créateur du Nutri-Scope. Le Nutri-Scope, c'est un outil digital que j'ai créé pour vous apprendre facilement à manger équilibré sans que vous ayez à vous priver de chocolat ou de fromage. Le thème du jour va forcément vous concerner puisqu'on va parler de l'un des aliments les plus omniprésents dans la culture culinaire française. On symbolise même souvent les Français avec leur petite baguette sous le bras puisqu'aujourd'hui on va parler du pain. On va aborder plusieurs points. Je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent en consultation, c'est-à-dire est-ce que le pain ça fait grossir? Donc on fera un gros focus sur le sucre qu'il y a dans le pain pour répondre à cette question. On parlera aussi du sel et des fibres qu'on peut trouver dans le pain. Et puis concrètement, je vous dirai ce que je vous conseille moi en tant que nutritionniste, c'est-à-dire quelle quantité de pain faut-il manger par jour pour manger équilibré. Alors pour commencer, on peut logiquement se demander, mais qu'est-ce que c'est que du pain? C'est un aliment très simple, qui occupe une place très importante dans l'alimentation des êtres humains depuis qu'il a été inventé, tout simplement. Et en fait, c'est trois ingrédients du pain, de la farine, du sel et de l'eau. Donc il est clair que c'est la qualité de la farine avant tout qui fait la qualité nutritionnelle du pain. Le pain, il fait partie de la famille des féculents, puisqu'il contient de la farine, et puisque la farine, elle contient quelque chose qu'on appelle de l'amidon, et l'amidon, c'est ce qu'on appelle un sucre lent. Sucre lent, féculent, ça rime en plus, c'est pratique. Un sucre lent, qu'est-ce que c'est? C'est un aliment qui contient du sucre, donc le sucre, ça va être la forme finale, une fois que l'aliment va être digéré, ce qui va nous apporter de l'énergie une fois que ça va se retrouver dans notre sang. Et donc un sucre lent, il est digéré relativement lentement par notre organisme, et il va délivrer à notre corps le sucre de manière progressive dans notre sang. Ça veut dire que la montée de la quantité de sucre dans le sang se fait de manière progressive et se fait de manière lente, donc on appelle ça un sucre lent. Par opposition au sucre lent, on a les sucres rapides, ça veut dire qu'ils sont digérés super vite et qui font monter la quantité de sucre dans le sang très vite aussi, et on les appelle les sucres rapides. C'est notamment les sucres des sodas, des bonbons ou des glaces par exemple. Donc pour faire simple, plus un sucre est digéré lentement, plus vous allez être calé longtemps, et donc logiquement, moins vous aurez faim rapidement après l'avoir consommé. Et la capacité d'un aliment qui contient du sucre à nourrir plus ou moins longtemps votre organisme, et surtout sa capacité à faire monter plus ou moins brutalement la quantité de sucre que vous avez dans le sang, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'index glycémique, aussi appelé parfois indice glycémique, IG. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que l'index glycémique? C'est une note qui peut aller de 0 à 100. Donc plus un aliment a une note qui est proche de 100, plus le sucre qu'il contient va être digéré rapidement et plus il va faire monter la quantité de sucre dans le sang brutalement. A l'inverse, vous aurez bien compris la logique, moins la note est élevée, plus on va parler d'un sucre lent, parce qu'il va être digéré lentement et qui va faire élever la quantité de sucre que vous avez dans le sang lentement. D'ailleurs, la quantité de sucre que vous avez dans le sang, on appelle ça la glycémie. Vous avez certainement déjà croisé ce terme, notamment si vous faites des prises de sang, c'est comme ça que c'est marqué, glycémie, en grammes par litre, donc en grammes de sucre par litre de sang. L'aliment qui a la note la plus haute en termes d'index glycémique, c'est le carré de sucre blanc, celui qu'on met dans le café. Il a une note de 100. On dit d'ailleurs que c'est le sucre de référence, puisque c'est la note maximale qu'on puisse trouver dans l'alimentation. Ça veut donc dire que le sucre du carré de sucre blanc est celui qui est digéré le plus vite, mais surtout celui qui fait monter la quantité de sucre que vous avez dans le sang le plus vite dans notre alimentation. Donc en fait, la logique, c'est que ce carré de sucre, il va être digéré très vite. Il n'est pas du tout efficace pour vous caler. Et ça paraît logique. Imaginez que vous ayez super faim. Vous n'allez pas du tout être calé si vous mangez des carrés de sucre blanc qui ont une note de 100 en termes d'index glycémique. Alors que si vous mangez un bol de riz basmati, par exemple, vous allez être bien plus rassasié, bien plus calé. C'est logique, c'est un sucre lent et il a un index glycémique aux alentours de 50. Si vous avez bien compris cette histoire d'index glycémique, vous avez fait un grand pas vers une alimentation plus équilibrée. Bref, on en revient à notre pain. Qu'est-ce que ça donne quand on parle du pain, cette histoire d'IG, cette histoire d'index glycémique? Donc logiquement, les pains qui vont être les plus intéressants pour votre équilibre alimentaire vont être ceux qui ont l'index glycémique le plus bas. Et je vous ai rassemblé quelques exemples au sein de ce tableau. Donc ici, je vous ai mis 6 exemples. Vous voyez que la baguette industrielle, donc le pain blanc industriel qu'on va retrouver dans les grandes surfaces, a un index glycémique de 90. Pour le pain de mie industriel, on a un index glycémique de 85. S'il est complet, ça change pas grand-chose, on est entre 80 et 85. La baguette classique, cette fois non pas industrielle, mais celle qu'on va retrouver chez le boulanger, a un index glycémique entre 75 et 80. Le pain aux graines aux alentours de 45. Idem pour le pain de seigle et pour le pain complet. Je pourrais vous donner d'autres exemples, par exemple le pain hamburger industriel a un index glycémique de 85, alors que le pain au levain 100% intégral a un index glycémique de 40. C'est d'ailleurs l'index glycémique le plus bas que l'on retrouve pour du pain. Donc une fois qu'on a vu ce tableau, c'est assez logique finalement, plus la farine qui compose un pain est complète, plus le pain sera digéré lentement, plus il va vous rassasier longtemps, et donc plus il va être intéressant pour votre équilibre alimentaire, puisque l'index glycémique est plutôt bas. A l'inverse, on voit que pour certains autres exemples de pain, on a un index glycémique qui est très haut, 90 pour le pain blanc industriel, c'est très proche des 100, donc ça veut tout simplement dire que ces pains-là ne sont pas intéressants du tout et qui vont faire augmenter la quantité de sucre que vous avez dans le sang très violemment, donc c'est pas du tout idéal pour manger équilibré.
Faut bien vous rendre compte ici que 90 et 100, c'est vraiment très très proche. On parle vraiment là de sucre finalement. On pourrait dire que c'est du sucre lent, que c'est de l'amidon, que c'est de la farine. Mais finalement, la farine, elle est tellement raffinée, elle est tellement blanche qu'on est très proche du sucre. Ce pain industriel, là, très blanc, qui cale pas du tout, je vous recommande vraiment de le limiter le plus possible. Si on reste sur cette logique de pain industriel, de pain qu'on peut acheter dans des grandes surfaces, il y a un autre petit problème, c'est que dans leur liste des ingrédients, on va parfois retrouver des ingrédients qui n'ont pas du tout leur place ici. Des ingrédients qui n'ont rien à faire dans du pain. Pour illustrer ça, je vous mets à l'écran la liste des ingrédients d'un pain de mie Harris. On voit ici qu'ils ont rajouté du sucre, de l'huile de colza, des arômes, du vinaigre ou encore du gluten en plus que celui que la farine contenait déjà de manière complètement naturelle. Tout ça, ça nous donne un pain qui est bien moins intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais aussi bien moins simple à digérer. Et si on regarde les valeurs nutritionnelles de ce genre de pain industriel, voilà ce que ça donne. Déjà, on voit qu'il y a à peu près 4 grammes de gras, 3,9 qui n'ont absolument rien à faire ici, puisque normalement il n'y a pas de gras dans le pain. Pour faire simple, dans un pain comme celui-ci, on a donc sur 100 grammes, 48 grammes de sucre, mais là on va être vraiment sur des sucres rapides, donc c'est un aliment parfaitement déséquilibré que je vous recommande de limiter le plus possible. Avant de vous parler du sel et des fibres qu'on peut retrouver dans le pain, mais aussi de vous dire la quantité que je vous recommande d'en consommer chaque jour, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est le meilleur moyen de me soutenir, et n'hésitez pas à laisser un petit like à la vidéo aussi si elle vous a plu. Pour juger de la qualité d'un pain, il y a la farine et les sucres, on vient d'en parler, mais il faut aussi qu'on regarde le sel et les fibres qu'il contient. Alors en France, c'est assez simple, on a tendance à consommer beaucoup trop de sel. Les recommandations journalières, on est à peu près sur 4 à 5 grammes par jour, et les Français en consomment à peu près 12 grammes par jour. Donc vous voyez qu'on consomme à peu près 2,5 fois trop de sel au quotidien. Les répercussions, c'est surtout des répercussions sur la santé. On note que ça peut engendrer des effets sur la santé rénale, mais aussi des effets sur la santé cardiaque, avec l'installation d'une hypertension artérielle si l'on consomme trop de sel au quotidien. En ce qui concerne les fibres, c'est tout l'inverse. On devrait consommer à peu près 30 grammes de fibres par jour, et les Français sont à peu près à 10 à 12 grammes par jour, donc plus de 2 fois moins que ce qu'ils devraient consommer pour être en parfaite santé. Les conséquences sur la santé, elles sont directes, puisque les fibres sont nécessaires pour qu'on ait un poids qui se maintient, pour avoir un système digestif qui se passe bien, une immunité qui tient la route, mais aussi pour fabriquer certaines vitamines, comme la vitamine K que l'on fabrique dans notre ventre. Donc pour faciliter l'analyse de différents pains en fonction des fibres et du sel, je vous ai encore une fois schématisé tout ça au sein d'un tableau. Le voici. Je vous ai remis l'index glycémique et je vous ai rajouté les fibres en grammes et la quantité de sel en grammes à chaque fois. Et du coup, j'ai gardé les 6 mêmes variétés de pain à comparer. Et ici, encore une fois, on voit que ce sont les pains à la farine complète qui sont les plus intéressants. Si l'on regarde les fibres, pour les 3 variétés du dessus, qui sont plutôt des pains blancs, la baguette industrielle, le pain de mie industriel et la baguette classique, on va être aux alentours de 2 à 3 grammes de fibres. Alors que dès qu'on est sur de la farine complète, vous voyez qu'on est à 5,2 pour le pain aux graines, 5 à 7 pour le pain de seigle et 7 grammes de fibres pour le pain complet, ce qui est vraiment très intéressant. Si l'on regarde le sel, cette fois, pour 100 grammes de ces différents pains, on voit que dans les baguettes industrielles, on a souvent trop de sel, 1,3 g dans la baguette industrielle, 1,4 g dans la baguette classique. Le pain de seigle aussi est relativement salé, alors que l'on voit que le pain de mie industriel, le pain aux graines et le pain complet, ça va encore, même si bien évidemment dans le pain de mie industriel, on a parfois des recettes qui varient un tout petit peu et on peut voir les quantités de sel qui explosent chez certaines variétés. Donc encore une fois, le constat il est plutôt simple quand on a regardé ce tableau. Les gagnants sont encore une fois les pains à la farine complète. Donc je vous invite encore une fois vivement à les inclure le plus possible dans votre alimentation, surtout si le pain occupe une place très importante dans vos habitudes alimentaires. Alors bien sûr, il y a le pain complet, mais il n'y a pas que lui. Il y a le pain viking, il y a le pain nordique, il y a le pain baltique, il y a le pain norvégien, il y a le pain au levain intégral, il y a le pain de seigle. Il y en a toute une flopée maintenant quand on va chez notre boulanger. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pain préféré. Personnellement, moi c'est le pain nordique. Alors concrètement, ça donne quoi? C'est bien beau d'avoir vu tous ces chiffres là, de classer les farines, de classer les index glycémiques, mais en tant que nutritionniste, qu'est-ce que je vous conseille concrètement au quotidien pour manger équilibré? Donc déjà, comme je viens de vous le dire, on essaie de mettre un petit peu de côté tout ce qui est farine blanche et on garde ça vraiment pour des repas très occasionnels. Donc ça concerne tous les pains dont on vient de parler, mais ça concerne aussi la brioche industrielle ou les pains au lait par exemple. Donc tout ça, à limiter. Ensuite, au niveau du choix, je vous conseille vivement d'aller acheter votre pain en boulangerie plutôt qu'en grande surface. On vient de le voir, tout ce qui est industriel est moins intéressant que les versions artisanales. Donc ça concerne le côté nutritionnel, mais pas que. Je dis souvent que manger est un acte politique. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité à aller donner de l'argent aux petits boulangers du coin de la rue et entretenir l'économie locale qu'à aller enrichir des grands groupes comme Harris ou encore comme Carrefour. Au niveau de la fréquence de consommation, il n'y a aucun problème pour manger du pain au petit déjeuner. Pas de problème par rapport à ça. Je vois tous les jours en consultation que c'est vraiment central pour les Français d'avoir un féculent au sein de leur petit déjeuner. Le pain à la farine complète, les flocons d'avoine sont les 2 alternatives les plus intéressantes. Et si je vous disais de ne pas manger de pain le matin, il y a des grandes chances que vous le remplaciez par un autre féculent beaucoup moins intéressant, tel que des biscuits, des gâteaux ou encore des céréales industrielles.
En termes de quantité, c'est un petit peu à vous de voir. Moi, ce que je vous conseille au sein de votre petit déjeuner, c'est déjà de vous assurer d'y inclure une source de fibres grâce à un fruit de saison, au niveau de la taille, à peu près la taille de votre poing serré. Ensuite, je vous conseille de mettre une source de protéines. Ça peut être des protéines végétales grâce à des fruits secs oléagineux, ou des protéines animales, par exemple grâce à des œufs. Et ensuite, selon l'appétit qu'il vous reste, vous allez compléter votre petit déjeuner avec du pain. Donc s'il vous faut 2 tranches pour être rassasié jusqu'à la fin de la matinée, vous en mangez 2. Si vous en faut 3, vous en mangez 3. Si vous n'avez plus faim après avoir mangé votre fruit et votre source de protéines, pas besoin de mettre du pain. Je vous conseille vivement de faire ces petits tests sur quelques jours et d'ajuster un petit peu la répartition de votre petit déjeuner pour vous assurer de ne pas avoir trop faim dans la matinée et de bien tenir jusqu'aux alentours de 11h30 midi. Si vous voulez en savoir plus sur le petit déjeuner, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo où j'analyse les petits déjeuners préférés des Français et je vous donne 5 exemples de petits déjeuners équilibrés. Je vous la remets ici et dans la description. Ensuite, bien sûr, vous pouvez manger du pain avec votre fromage. On est en France quand même, l'association pain-fromage, c'est quelque chose de précieux pour nous. Donc que ce soit du fromage à tartiner ou pas, mettez un petit morceau de pain avec, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Par contre, je vais vous conseiller vivement de vous limiter à ces 2 utilisations, petit-déj et pour aller avec le fromage. Essayez d'éviter de tout le temps saucer votre assiette avec du pain, ou même de faire du pain le féculent central de votre repas par flemme d'en cuisiner un autre, tel que du riz ou des lentilles par exemple. Bien sûr, de temps en temps, vous pouvez aussi consommer des plats dont le pain est le féculent principal, je dirais. Si vous faites des burgers, si vous faites des croque-monsieur ou si vous faites des bruschetta, mais essayez de faire en sorte que ça reste plutôt occasionnel et essayez plutôt de favoriser des féculents plus intéressants, plus complets. Je pense aux lentilles, aux petits pois, aux pois chiches, au riz complet, au quinoa, au boulgour ou encore au mélange de céréales par exemple. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc pour résumer, des pains à la farine complète, des pains achetés chez le boulanger, et plutôt pour le petit déjeuner et le fromage, et au quotidien on évite d'en consommer trop, puisque malgré tout, ça reste quand même un aliment qui est composé de farine, donc d'un féculent qui est un petit peu d'une certaine façon déjà digéré, je dirais, donc ça va naturellement moins vous caler qu'un féculent plus intéressant tel que ceux que je viens de vous citer il y a quelques secondes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite vivement à me laisser un petit pouce en l'air, à me le dire dans les commentaires. Bien évidemment, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. C'est le meilleur moyen de me soutenir et puis ça fait toujours plaisir à voir. Moi, je vous retrouve bientôt ici ou au quotidien sur Instagram. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut!